Très ravi, Madame, Messieurs, de vous retrouver dans le cadre de cette émission Vers Info. Comme vous le savez, c'est votre magazine des questions environnementales et de développement durable, une production qui vous permet d'entrer en contact avec l'actualité environnementale dans la République démocratique du Congo ou ailleurs à travers le monde. Le 22 avril de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la Terre. La Terre, notre mère nourricière, est en train d'être blessée chaque jour. Ce sont les propos du géologue Eric Kisonga que nous avons interrogé en marge de la célébration de la Journée internationale de la Terre qui est axée en cette année 2025 sur le thème « Notre pouvoir, notre planète ». Je vous invite de suivre l'interview que nous avons réalisée avec Eric Kisonga dans le cadre bien sûr de cette Journée internationale de la Terre qui est notre mère nourricière. Suivez. La Terre, évidemment, fait partie des différentes planètes que nous avons dans le système solaire. Donc, il y a 8 planètes et il y a les 4 premières planètes qui sont des planètes telluriques. Telluriques, ça veut dire des planètes qui ont la consistance de la Terre, donc qui sont constituées par des roches. Il y a la planète Mercure, il y a la planète Vénus, il y a la planète Terre et puis il y a la planète Mars. Ce sont les 4 premières. Et les 4 dernières planètes, ce sont des planètes joviennes, autrement on appelle ça des planètes géantes, qui sont des planètes qui sont constituées par le gaz. Donc la Terre est parmi les planètes que nous avons étudiées dans nos cours de géologie, évidemment dans les cours de géographie aussi. Et c'est aussi une planète qui est habitable. Donc jusqu'à aujourd'hui, les conditions de vie ne sont que dans la planète Terre. Dans les autres planètes, on est en train de mener des études, vous suivez de temps en temps avec la planète Mars. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore trouvé la vie. On a trouvé quand même des traces, ainsi de suite, mais la température, les conditions ne permettent pas à ce que les gens puissent vivre. Donc la Terre est la seule planète où vivent les gens. Quelle importance peut-on donner à une journée consacrée à la Terre ? Oui, c'est une journée extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, notre Terre est en train de subir plusieurs mutations. La Terre, certes, a toujours été déjà, parce que nous, en géologie, quand nous étudions la Terre, je mets une petite parenthèse, nous étudions la Terre qui évolue. Donc la Terre d'aujourd'hui, ce n'est pas la Terre il y a des millions d'années. La Terre subit une évolution. On étudie aussi l'histoire de cette Terre-là. Et alors, actuellement, la Terre est en train de subir des mutations. C'est-à-dire quoi ? Il y a plusieurs problèmes qui arrivent au niveau de la Terre. Il y a, nous appelons ça les 3 problèmes fondamentaux de la Terre. Il y a l'augmentation de la démographie, c'est-à-dire la masse humaine est en train d'augmenter dans une progression, je dirais, pratiquement géométrique. Aujourd'hui, je pense, au niveau de la Terre, nous sommes aux environs de 8 milliards. Et le deuxième problème vient directement, c'est-à-dire avec les 8 milliards là, il faut chercher à les nourrir. Et d'ici 30 ans, donc d'ici l'an 2050, il y aura de plus en plus de problèmes de famine. Et aujourd'hui, nous savons déjà, même aujourd'hui, il y a déjà ce problème-là parce qu'il y a des gens qui sont, il y a 2 parties sur la Terre, il y a des gens qui sont fortement alimentés, bien alimentés, suralimentés. Il y a d'autres qui sont sous-alimentés. Vous voyez? Et c'est ça. Et d'ici l'an 2050, le nombre de ceux qui sont sous-alimentés ou les mal nourris sera encore beaucoup plus important qu'aujourd'hui, qu'hier. Parce que nous avons de plus en plus de problèmes de terre. Et certes, nous, en République démocratique du Congo, nous avons 80 millions de terres arables, mais il y a beaucoup de pays où il y a de plus en plus de problèmes. Avec le changement climatique, le troisième problème qui arrive, avec le changement climatique qui est vraiment en train de venir avec pompe, on est en train de voir de plus en plus de déserts commencer à s'agrandir, des forêts commencer à se réduire, et par conséquent, on aura de moins en moins des espaces où les gens peuvent cultiver juste à leur faim. Donc la famine va devenir plus importante. Et un autre problème, c'est l'exploitation des ressources minérales. Ça, c'est un problème aussi très capital que la Terre est en train de subir. Vous voyez, de plus en plus, il y a des contrats, et de plus en plus, il y a des guerres, beaucoup de guerres. En tout cas, moi, j'ai toujours dit, la plupart des guerres sont des guerres géologiques, c'est-à-dire des guerres qui sont liées aux ressources minérales. Et il faut des exploitations rationnelles, mais malheureusement, les gens, nous sommes dans le monde des capitalistes, même ceux qui se disent être des socialistes ou des communistes, il y a toujours un capitalisme en eux. On cherche toujours à tirer le maximum de profit dans tout ce qu'on fait. Donc une entreprise qui devait exploiter d'une manière rationnelle, mais les entreprises sont en train d'exploiter d'une manière exponentielle les ressources et par conséquent les ressources vont aussi
petit à petit en train de s'épuiser. Donc, d'ici 50 ans, il y aura plusieurs ressources à travers beaucoup de pays qui vont disparaître ou bien qui vont s'épuiser. Certes, les gens vont dire, mais on a déjà parlé plusieurs fois des pétroles qui va s'épuiser. Évidemment, il y a des gisements qui s'épuisent, mais heureusement, il y a d'autres qu'on est en train de trouver, mais qui vont s'épuiser parce que les ressources minières ou les ressources minérales, ce sont des ressources non renouvelables. C'est-à-dire qu'ils ne se renouvellent pas. Même si on trouve un gisement, mais il y a un autre qui vient de s'épuiser. Et celui qu'on a trouvé peut aussi s'épuiser et ainsi de suite. Donc, le cycle va continuer. Et en même temps, l'exploitation minière entraîne fatalement la pollution. Ça, c'est le dernier problème. La dégradation de l'environnement, la dégradation de l'écosystème est vraiment accentuée d'une manière aussi exponentielle. Nous voyons aujourd'hui, par exemple, beaucoup de pays veulent devenir des pays industrialisés. Or, devenir un pays industrialisé, c'est créer des industries. Créer des industries, ça veut dire quelque part polluer. Certes, il y a des industries qui font des efforts pour réduire tant soit peu la pollution, mais la pollution, zéro n'existe pas. Elle est toujours là et elle continuera toujours à exister. Par conséquent, il y a dégradation du capital naturel, donc de l'environnement, avec tout ce que nous faisons, ainsi de suite. De plus en plus, il y a de fortes pluies. De moins en moins, de l'autre côté, il n'y a pas de pluie. Donc, le monde est en train de subir tout ça et la Terre connaît ce genre de blessures, on peut dire. Alors, les Nations Unies, à chaque célébration, adoptent un thème. Et le thème pour cette année 2025, c'est « Notre pouvoir, notre planète ». Ça vous dit quoi? Bon, je peux comprendre ça de plusieurs sens. Notre pouvoir, notre planète. Ça veut dire que c'est nous qui décidons. Nous sommes des décideurs sur notre avenir. Nous sommes des décideurs sur ce qui peut arriver demain à la Terre. Moi, j'ai toujours dit, bon, ça c'est juste pour blaguer, hein. J'ai toujours dit, la fin du monde peut être accentuée par l'homme. C'est-à-dire avec tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, la technologie est tellement en train de se développer, les gens cherchent à approfondir leurs recherches et nous allons un jour risquer de détruire cette planète Terre à cause de ce que nous faisons. C'est comme ça que nous avons le pouvoir de stopper, nous avons le pouvoir de freiner. Mais malheureusement, avec les différentes COP ceci, COP cela, toutes les résolutions, bonnes soient-elles, mais malheureusement, ce sont des résolutions qui restent de lettres mortes. Même quand on dit que cette année, les Nations Unies a pris un thème très intéressant, mais vous allez voir que ça ne fera rien parce qu'il y a des gens, bon je ne dirais pas de fous, mais il y a certains dirigeants qui se comportent un peu comme des sans-foutistes. Oui. Ils prennent des décisions contraires à certaines décisions qui ont été prises avant eux. Et par conséquent, ce sont des décisions qui peuvent être destructives du point de vue de l'environnement. Donc c'est à nous de prendre des décisions aujourd'hui. L'homme, évidemment, quand je parle de l'homme, je vois plus des décideurs. Nous avons, je pense, les G8, les pays les plus industriels, les 8 pays les plus industriels, il y a les G20, ainsi de suite. Et ce sont ces pays-là qui sont le plus grands pollueurs. Malheureusement, nous autres, nous sommes en train de subir. Certes, nous voulons aussi, nous, devenir des pays industrialisés, aller de l'avant, devenir des pays développés, mais il y a beaucoup de gens qui polluent. Il y a la Chine, il y a les États-Unis d'Amérique, donc c'est plus à ces dirigeants de ces pays-là de prendre des décisions, et je pense que s'ils prennent des décisions, évidemment l'Europe aussi, avec l'Allemagne, ainsi de suite, les choses peuvent évoluer dans le bon sens. Donc c'est un bon thème, mais j'approuve, j'apprécie, mais le problème c'est que il faut l'applicabilité de tout ce qu'on va décider dans cette journée d'aujourd'hui à travers le monde. Comment peut-on arriver aujourd'hui à trouver des solutions pour que cette terre, qui est notre mère nourricière, puisse se porter bien, puisse être en bonne santé? La première des choses, il faut une exploitation rationnelle, parce que nous parlons de métaux. Je vais vraiment rester dans les conclusions par rapport à l'exploitation de métaux. Il faut une exploitation rationnelle. L'exploitation rationnelle veut dire quoi? C'est-à-dire, quand on exploite, il faut penser aux générations futures. On a des gisements. Un gisement peut être un gisement de 100 ans, d'une exploitation de 100 ans, mais vous allez voir que la société, chaque année, augmente la productivité. Et un gisement qui devait être exploité en 100 ans, peut-être ça sera exploité en moins de temps. Bon, on peut bien comprendre, dans beaucoup de pays, il y a aussi des lois qui changent de temps en temps. Ça aussi, ça peut être un problème. Mais moi, je pense d'abord, ce qui est très nécessaire, c'est une exploitation rationnelle. Exploitation rationnelle veut dire penser aux générations futures. Ça veut dire créer des infrastructures qui peuvent bénéficier aux populations qui viendront plus tard. Parce qu'aujourd'hui, j'avais déjà dit ici, l'exploitation minière entraîne fatalement la pollution.
On est en train de polluer aujourd'hui, mais il y a les mines, je prends le cas de notre pays, les mines de la RDC n'appartiennent pas à nous seuls. Ça appartient aussi aux générations qui viendront après nous. Alors si aujourd'hui on exploite, on construit des écoles, on construit des routes, on essaye de donner l'emploi aux gens, je pense que les générations futures trouveront déjà un cadre idéal sur lesquels ils peuvent vivre sans trop de difficultés. Donc ce qui est très important, c'est l'exploitation rationnelle. La deuxième des choses, c'est la gouvernance. Il faut une bonne gouvernance. Ce n'est pas la gouvernance de foi que disent les politiciens. Beaucoup parlent de la bonne gouvernance. Il y en a qui ont créé des partis politiques dans lesquels nous retrouvons le mot bonne gouvernance, mais eux-mêmes n'ont jamais été dans la bonne gouvernance. On connaît, je n'ai cité le nom de personne, mais vous connaissez un peu ce qui se passe. Il faut une très bonne gouvernance. C'est-à-dire, les ressources minières ou les redevances minières doivent être localisées, doivent être, je dirais, encadrées, voire même dirigées dans des secteurs qui sont prioritaires pour que toute la population en bénéficie. Ce n'est pas qu'une poignée de gens qui bénéficiera de tout ce qui est richesse d'un pays. Ah, ça, c'est pas intéressant. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de pays africains où il n'y a pas de bonne gouvernance. Il n'y a pas seulement des pays africains, on peut prendre même beaucoup de pays. Il y a vraiment, le monde est aujourd'hui dirigé par une poignée de gens et ce sont ces gens-là qui sont extrêmement nantis pendant que les autres sont pauvres et ils sont en train de mourir alors qu'ils ont des richesses dans leur sous-sol. Donc la rationalité et puis la bonne gouvernance serait une très bonne chose en ce qui concerne l'exploitation des métaux. Quel est l'avenir de notre terre aujourd'hui en marge de la journée mondiale de la terre? Nous avons tous vu, j'ai vu comment le niveau de l'eau a augmenté. Il y a beaucoup de parties basses dans la ville de Kinshasa qui étaient restées sous l'eau pendant beaucoup de temps. J'ai vu à Luozi, avant la traversée, comment le niveau de l'eau avait augmenté. Ça, ce sont les méfaits du changement climatique. C'est comme ça que nous devons, nous, changer aussi notre comportement. Certes, on parle aujourd'hui de pouvoir par rapport à l'avenir de la terre, mais nous aussi, la population, surtout la population quinoise, qui est incivique à une manière dont vous ne pouvez pas comprendre. Les gens jettent des bouteilles en plastique n'importe où et vous allez chercher à ce que demain, on puisse venir enlever ça pour vous. Mais non, commencez d'abord vous-même par conserver votre bouteille en plastique. À la ville de Kinshasa, nous sommes aux environs de 18 millions. Si par jour, 1 million de gens consomment les jus en plastique, si 100 000 peuvent conserver leurs bouteilles pour jeter dans une poubelle, 900 000 jettent ça à la rue. Et par conséquent, ce sont ces bouteilles qui vont constituer des couches et des couches sous la terre. Et quand il y a la pluie, l'eau ne peut pas s'infiltrer. Parce que s'il y a la pluie, la précipitation, une partie de l'eau va pénétrer dans le sol. Donc il y a l'infiltration. Une partie ruisselle, une partie rentre dans l'évaporation. Évidemment associée à la transpiration aussi. Maintenant là, l'infiltration, comme il y a des bouteilles, il y a des sachets un peu partout, il n'y aura pas d'infiltration. La conséquence, c'est quoi? Il y a des inondations. Nous avons vu pas longtemps ici, il y avait l'inondation dans la rivière Njili. Mais quand vous regardez la pluie là, elle était autour de 58 mm. Je peux même arrondir ça à 60 mm. Donc c'était une pluie normale. Et ce que les gens ne comprennent pas, regardez, l'inondation a eu lieu d'un seul côté. La rivière Njili. Mais la rivière Njili a un autre affluent qu'on appelle la rivière Lukaya. Et si vous regardez la route nationale numéro 1 au niveau de Kazangulu a été coupée, ça veut dire que beaucoup d'eau qui ont créé des problèmes dans la ville de Kinshasa à la rivière Njili était venu de la province du Congo central, donc de Lukaya. Mettons-nous à changer nos manières, à changer notre façon de vivre. Ne pas jeter des bouteilles n'importe où. Nous allons éviter un certain nombre de choses. Aussi longtemps que nous continuons à faire ça, il y a le changement climatique qui est là. La terre est en train de souffrir. La terre est en train de pleurer. La terre est en train de se déchirer. La terre subit des plaies. Voilà, c'était là donc Eric Kisonga, il est géologue, il a donc épinglé beaucoup d'autres informations sur ce que nous devons en tout cas faire pour protéger la terre qui est notre mère nourricière, qui est aujourd'hui en train d'être blessée chaque jour à cause des actions anthropiques. Parlons à présent du marché carbone. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par marché carbone? En tout cas, les membres de l'ONG CODELT, le Conseil pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité, ont été renforcés en capacité sur les questions liées au marché carbone. Vous le savez, la République démocratique du Congo dispose d'énormes potentialités en termes de ressources forestières, mais en tout cas, le marché carbone, ce n'est pas seulement dans le secteur forestier.
il peut également être dans le secteur des déchets ou dans d'autres secteurs. Je vous convie à suivre ce reportage que nous avons réalisé dans le cadre de ce renforcement des capacités assurées en faveur des membres du UCODELT. Regardez. Pour permettre à ces membres de disposer des notions élémentaires sur les marchés carbone, les conseils pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité a procédé mardi 15 et mercredi 16 avril 2025 au renforcement des capacités de ces derniers. Une session qui leur a permis également d'acquérir une vue d'ensemble pour pouvoir discuter de la question du marché carbone avec eux sans pourtant devenir experts en la matière. Animé par Floribert Niamoga, expert en ingénierie environnementale, cette session était axée sur 3 modules, notamment de Rio à l'accord de Paris, aperçu historique de la lutte mondiale contre les changements climatiques, genèse et fonctionnement des marchés de carbone, acteurs, procédures et sauvegarde et crédit carbone, cycle de vie, création, certification, mise en vente, retrait. Les principes de précaution et du pollueur-payeur, la création des groupes d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, la déclaration de Rio, les principes de responsabilité commune mais différenciés, les mécanismes de flexibilité, les notions d'équité, de viabilité et de durabilité et tant d'autres ont été évoqués au cours de ces renforcements des capacités. Maître Olivier Nzouzi est avocat au sein du CODELT et pense que de telles séances devraient se multiplier en faveur des membres de l'ONG. CODELT qui a bien voulu de relancer cette série de sessions de renforcement de capacité en faveur de ces agents. Alors je voulais seulement peut-être insister pour nous qui sommes bénéficiaires de cette série de formations. En fait, CODELT mise sur nous pour les enjeux de l'air. Et comme l'a dit Papa Flori hier, en fait, les matières sont évolutives. Aujourd'hui, on peut avoir cette expertise, mais demain, ça peut être mécanique. Donc, je donne l'exemple du clause sociale. On a été des pionniers avec les projets de la Banque mondiale en 2012, mais au point qu'ils connaissent n'est plus dans cette expertise-là. Et aujourd'hui, il n'y a même plus d'exploitation des modèles, ce qui fait qu'il s'est vraiment renvoyé au calendrier. Pour sa part, Floribert Niamoga est convaincu que cette session de renforcement des capacités à l'intention des membres du CODELT est une occasion d'assurer la relève et la pérennisation du savoir. On doit céder la place. On ne va pas céder seulement la chair. On veut céder aussi le contenu de la tête pour que d'autres personnes continuent à porter ça. Donc le fait de former ceux avec qui vous travaillez, ceux qui ont encore beaucoup plus de temps que vous pour être actifs, ça permet aussi de vous libérer de certaines tâches. En somme, cette session a été l'occasion pour les membres du CODELT de comprendre les bases des marchés de carbone et leur rôle dans la lutte contre les changements climatiques, d'identifier les acteurs et les mécanismes clés impliqués dans ces marchés, analyser les bénéfices, les limites et les critiques des marchés de carbone et d'explorer les initiatives mondiales et locales reçues. Cela a également permis de comprendre les étapes à la base de la création d'un actif carbone, d'identifier les participants à un projet carbone et leur rôle et responsabilité, d'appréhender la complexité du processus de certification, de comprendre les mécanismes de mise sur les marchés des crédits certifiés ainsi que le retrait des registres et le fondement des mécanismes de partage des bénéfices. Le 21 avril 2025 restera une journée gravée dans la mémoire de tous les fidèles catholiques du monde entier parce que l'Église catholique a perdu son 266e pape, c'est François. François nous a quittés à l'âge de 88 ans. Il est mort, selon certaines informations, d'un AVC dans la matinée, en tout cas du 21 avril 2025. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ce pape? En tout cas, nous avons fouillé dans nos archives pour dénicher ce que le pape François, en tout cas, c'est le côté écologique de l'homme. L'homme, c'est un grand défenseur de l'écologie, un grand défenseur du climat. Il a lutté contre le changement climatique pendant
sa vie, une bonne partie de sa vie. Et d'ailleurs, il a écrit Laudato Si, l'encyclique du pape François. Il était en République démocratique du Congo en janvier et février 2023. Retour sur cette actualité avec les hommages que nous rendons au pape François dans ce reportage. Il était le 266e pape de l'Église catholique. De son vrai nom, Georges Mario Bergoglio, né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, pape François était un ecclésiastique argentin, évêque de Rome, chef d'État du Vatican et auparavant archevêque de Buenos Aires, et élu pape le 13 mars 2013 à l'issue d'un conclave, conformément aux us et coutumes de l'Église catholique romaine. En visite pastorale à Kinshasa en République démocratique du Congo début 2023, le pape François avait rencontré le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, puis a dit une messe à l'aéroport d'Endolo, rencontré les jeunes au stade des martyrs de la Pentecôte avant d'échanger avec les victimes des atrocités commises par les rebelles dans la partie est de la RDC. Devant les souverains pontifs, Félix Antoine Tshisekedi avait énuméré 3 principaux défis, dont celui de la protection de l'environnement. Le troisième grand défi est celui de la protection de l'environnement. En effet, pour ce qui est de ce défi, le gouvernement de la République et moi-même partageons les valeurs défendues dans votre encyclique Laudato Si, publiée en 2015, sur l'un des principaux défis auxquels l'humanité est confrontée actuellement, à savoir la lutte contre le réchauffement climatique. Tout en me réjouissant de ce que la lutte contre les changements climatiques constitue votre cheval de bataille, la République démocratique du Congo et son gouvernement sont très sensibles à l'urgence et la responsabilité qui incombe à l'humanité dans la construction de l'avenir de la planète et la protection de notre maison commune. À l'intérieur du pays, la protection de l'environnement est une composante de notre responsabilité dans l'ouverture du pays à l'exploitation des ressources et énergies fossiles. C'est ainsi que tous les marchés agréés avec des partenaires désireux d'exploiter nos ressources naturelles ne peuvent être régulièrement conclus sans qu'une étude sérieuse et préalable d'impact environnemental du projet à exécuter soit réalisée. En outre, le gouvernement met un soin particulier à la protection de la biodiversité dans les parcs naturels disséminés sur son territoire où des espèces rares et d'importance pour l'équilibre de cette biodiversité souffrent encore de l'insécurité et où des animaux, y compris ceux en voie de disparition, sont victimes eux aussi de la barbarie des groupes armés. Notre pays dispose de 165 millions d'hectares de forêts, deuxième plus grande forêt tropicale du monde, une grande réserve de biodiversité, avec comme principal atout sa capacité d'absorption de carbone, la première au monde, capable d'absorber près de 1,2 milliard de tonnes de dioxyde de carbone par an. C'est pourquoi, pour mieux protéger nos forêts, nous avons toujours milité pour une justice climatique afin que les plus grands pollueurs qui sont à la base de la destruction de l'environnement versent des compensations aux gardiens de la planète que nous sommes. Ces compensations pourraient nous permettre de renforcer nos capacités dans la poursuite et la réalisation d'investissements innovants ainsi que dans le développement d'infrastructures dans les énergies renouvelables et la gestion des déchets. Enfin, je suis fermement convaincu que l'éloignement des menaces sécuritaires dans notre pays contribuera à coup sûr à l'efficacité de la lutte contre les changements climatiques et la protection de l'environnement. Dans son adresse, le pape François avait évoqué l'image du diamant, précieux minerai dont dispose la RDC, qui appelle la Terre à la sauvegarde de la création et à la protection de l'environnement avant de demander aux néocolonisateurs d'enlever leurs mains sur la RDC
et sur l'Afrique. En parlant de frein au développement et de retour au passé, il est tragique que ces lieux, et plus généralement le continent africain, souffrent encore de diverses formes d'exploitation. C'est cette devise qui sort de l'inconscient de tant de cultures, tant de gens. L'Afrique doit être exploitée. Et cela est terrible. Après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Ce pays, largement pillé, ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ces immenses ressources. On en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent étranger à ses habitants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. C'est un drame devant lequel le monde économiquement plus avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Mais ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Ils méritent espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique de Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles au détriment des populations locales et qu'il n'oublie pas ce pays ni ce continent. Que l'Afrique, sourire et espérance du monde, compte davantage, qu'on en parle davantage, qu'elle ait plus de poids et de représentation parmi les nations. Le diamant, don de la terre, appelle à la sauvegarde de la création, à la protection de l'environnement. Située au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo abrite l'un des plus grands poumons verts du monde qui doit être préservé. Comme pour la paix et pour le développement, dans ce domaine également, une collaboration large et fructueuse est importante, permettant d'intervenir efficacement sans imposer des modèles extérieurs plus utiles à ceux qui aident qu'à ceux qui sont aidés. Nombreux sont ceux qui ont demandé à l'Afrique de s'engager et qui ont offert des aides afin de lutter contre le changement climatique et le coronavirus. Mais le pape François, c'est surtout cet écologiste engagé. Une conviction qu'il a exprimée à travers sa seconde encyclique appelée Laudato Si, œuvre apostolique sous-titrée La sauvegarde de la maison commune, consacrée aux questions environnementales et sociales, à l'écologie intégrale et de façon générale à la sauvegarde de la création. À en croire les souverains pontifes, notre maison commune, la terre, est en train de brûler et chacun, en ce qui le concerne, est appelé à poser des actes qui concourent à la protection de la nature. Ceux qui luttent avec vigueur pour affronter les conséquences dramatiques de la dégradation de l'environnement sur la vie des plus pauvres dans le monde méritent une gratitude spéciale, dit-il dans son encyclique, et d'ajouter « Le jeune nous réclame un changement. Il se demande comment il est possible de prétendre construire un avenir meilleur sans penser à la crise de l'environnement et aux souffrances des exclus », souligne le souverain pontife dans son encyclique. L'encyclique du pape François est un véritable appel à l'action lancé à toute l'humanité. Les dégâts causés par les activités anthropiques perturbent l'équilibre écologique. Le dérèglement climatique, avec ses conséquences sur la vie humaine, ne l'a pas laissé reposer, soulignant que c'est de la responsabilité des dirigeants d'abord de poser des gestes pour sauver la planète, puis celle de tous les hommes ayant une parcelle de pouvoir ou non. Car, selon les souverains pontifes, les effets du changement climatique ne tiennent compte ni des races, ni des religions, ni des rangs sociaux ou autres. Signalons que l'encyclique du pape François est consacrée à l'environnement et au développement durable, bref, à la sauvegarde de la maison commune qui est la planète Terre. Il en relève, entre autres, la pollution et le changement climatique, la question de l'eau, la perte de la biodiversité, la détérioration de la qualité de la vie humaine et la dégradation sociale, l'inégalité planétaire et bien d'autres thématiques encore.
Le pape François est mort, mais il aura laissé les empreintes du souverain pontife soucieux de la création que Dieu a léguée aux hommes pour la protéger, la préserver et la conserver pour les générations présentes et futures. La mort du pape François laisse un vide au sein de l'Église catholique, même s'il sera comblé, mais surtout, le monde se souviendra d'un pape écologiste, paix à l'âme du souverain pontife. Madame, Monsieur, c'est par cette note que nous bouclons cette émission Vers Info qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. Toutes nos condoléances à tous les fidèles catholiques de la République démocratique du Congo et du monde entier en marge de la disparition du pape François. Vers Info reviendra la semaine prochaine toujours avec le même plaisir. Nous serons grés de vous retrouver. Prenez soin de vous, nous le disons toujours, mais surtout, prenez soin de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.